Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. Nous parlons ce soir de violence numérique. À l'heure où la Côte d'Ivoire participe aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, une forme de violence gagne du terrain. Les violences numériques, harcèlement, menaces, diffusion d'images intimes, usurpation d'identité. Ces violences brisent des vies et touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles. Ce soir, nous cherchons à comprendre, prévenir et proposer des réponses concrètes. Comment protéger les femmes contre les violences numériques? Merci à vous d'être là. Merci également à nos différents invités qui nous font l'amabilité d'être avec nous ce soir sur le plateau pour tenter de répondre à cette grande question. Monsieur Socrate Kofi, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes sous-directeur de la coordination du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est exact. Merci bien. Madame Faysaline Tess Kwadio. Madame, bonsoir. Bonsoir. Kwaku, pardon. Madame, bonsoir. Vous êtes responsable juridique de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe. C'est ça. Et vous êtes également consultante senior, genre et droits humains. Parfait, c'est ça. Monsieur Cyriaque Bogou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bien. Merci d'être là. Vous êtes expert en cybersécurité. C'est bien cela. Monsieur Ghislain Koulibaly. Bonsoir à vous. Bonsoir, Mariam. Alors, vous êtes expert en genre. Vous êtes sociologue. C'est bien cela. C'est bien cela. Madame, messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur le plateau pour ce sujet extrêmement important et d'actualité. 16 jours d'activisme, c'est un phénomène mondial. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme a eu lieu ce mardi 25 novembre à l'Agora de Koumassi. Nous vous proposons un élément de reportage signé Khalil Diomandé et Siaka Kone. Cette année, nous adoptons le thème mondial sur les violences numériques que nous avons enrichi d'une réalité particulièrement douloureuse pour nos communautés. Notre thème national est clair, direct et sans ambiguïté. Tous unis contre les violences numériques et les féminicides. Prévenir, protéger, dénoncer. Ce thème n'est pas un simple slogan. C'est notre feuille de route, c'est notre engagement collectif à ne rien laisser passer. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Chantage, manipulation d'images ou de vidéos à travers les deepfakes rendus possibles par l'intelligence artificielle. Toutes ces formes de violence brisent des vies. Elles ne détruisent pas seulement des réputations. Elles étouffent la voix des femmes. Elles les forcent à fuir l'espace public. Elles les privent de leur droit fondamental et à s'exprimer, à travailler et à s'épanouir. On estime aujourd'hui que près de 90% de contenus illicites en ligne ciblent les femmes. C'est une véritable pandémie de misogynie 2.0. Face à cela, nous disons ensemble d'une seule voix, ça suffit. Ça suffit. Voilà, nous sommes de retour en studio. Ma première question va pour Monsieur Socrate Kofi. Donc, je rappelle, vous êtes sous-directeur de la coordination du programme national... Coordination du système de réponse aux violences basées sur le genre. Du système de réponse. Voilà. D'accord. Alors dites-nous, 16 jours d'activisme, qu'est-ce que cela veut dire? Activiste en quoi? 16 jours, pourquoi? Alors, 16 jours d'activisme, c'est un moment qui débute le 25 novembre de chaque année pour se terminer le 10 décembre de chaque année. Et c'est une période qui dure 16 jours. 16 jours durant lesquels on fait le bilan de toutes nos actions de lutte contre les violences basées sur le genre. 16 jours durant lesquels nous menons des activités, nous intensifions les activités de sensibilisation, des activités de formation,
des activités d'engagement, des leaders communautaires et de tous ceux qui peuvent œuvrer dans l'écosystème de la lutte pour éradiquer ce mal pernicieux que sont les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, 16 jours d'activisme, d'aucuns parleront de violences basées sur le genre, mais ces 16 jours se consacrent exclusivement aux violences faites aux femmes et aux filles. Parce que dans le monde, vous êtes sans savoir que les femmes et les filles sont les plus touchées par diverses formes de violences, notamment ces violences émergentes dont nous allons parler aujourd'hui, telles que les violences facilitées par la technologie. D'accord. Alors, ces violences numériques, madame, comment est-ce que vous pourriez les définir? Parce que vous avez une double casquette, si je puis m'exprimer ainsi. Vous êtes juriste, oui. Et puis parallèlement, vous êtes responsable juridique et donc consultante senior genre et droit humain. Allez-y. Alors, donc déjà, si on veut définir de façon très simple, c'est quoi une violence? Une violence, c'est une action qui est faite à autrui et qui lui cause du tort, tout simplement. Alors, donc les violences vont se spécifier à plusieurs, on va dire, niveaux. On a les violences physiques, émotionnelles, et particulièrement aujourd'hui, on parle des violences numériques. Alors, quand on parle de numérique, on parle de nouvelles technologies. Donc, c'est des violences aujourd'hui qui vont arriver sur l'espace public. Donc, on part sur Internet, on voit que ces violences qu'on vit peut-être au quotidien à la maison sont maintenant transpercées sur l'espace public, donc sur Internet en particulier. Donc, violence numérique, tout simplement, c'est de dire qu'il y a des violences qui sont perpétrées sur Internet. Donc, par Internet, on inclut et les réseaux sociaux et même des messageries, le téléphone, des textos, WhatsApp, enfin, c'est vraiment large. Donc, aujourd'hui, on va essayer vraiment de parler de tous ces différents canaux électroniques qu'on utilise aujourd'hui, qui sont utilisés malheureusement à mauvais escient et qui causent réellement beaucoup de dégâts. D'accord. Alors, M. Ghislain Coulibaly, vous êtes expert en genre, vous êtes sociologue également. Vous avez des propos complémentaires à ce qu'elle a dit? Elle a balayé l'envergure donc, de violence numérique? Oui, absolument. C'est vrai qu'on aborde la problématique en mettant l'accent sur les violences numériques. Mais je voudrais faire quelques précisions. Si on regarde le phénomène des violences numériques sous le prisme de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, on risque de passer à côté de quelque chose d'important. Il faut dire que les violences numériques dont on parle constituent une violation grave des droits humains. C'est une violation grave des droits humains. Et moi, je vais être un peu plus englobant pour parler de violences basées sur le genre, facilitées par les technologies. Tout simplement parce que ce sont des actes de violence qui sont perpétrés, facilités et amplifiés par les technologies de l'information et de la communication. Et on cible une personne en raison de son sexe, c'est bon de le préciser. Parce que c'est une forme de violence numérique, c'est vrai, mais elle cible la personne en fonction de son sexe, mais aussi en fonction de son identité de genre, ou même de sa vulnérabilité. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'humilier. L'objectif, c'est d'exploiter. L'objectif, c'est de menacer. L'objectif, c'est de contrôler. C'est une atteinte à la dignité et ça va jusqu'au harcèlement. Donc pour nous, ces violences basées sur le genre, facilitées par les technologies, il faut que les téléspectateurs le retiennent. C'est une forme de violence basée sur le genre, c'est vrai, mais c'est une atteinte à la dignité humaine, c'est une violation flagrante des droits humains. C'est ce que je voudrais préciser. D'accord. Monsieur Cyriac, vous êtes expert en cybersécurité. C'est bien ça. Alors, depuis l'avènement donc, du numérique, je dirais depuis l'explosion du numérique, il y a énormément de travail et vous n'avez pas vu la chose venir? Non, aujourd'hui, c'est comme quand on parlait de l'ordinateur. Hein. Autant jadis, l'ordinateur, lorsqu'il arrivait, des personnes avaient encore leur machine à dactylographier. Donc certains se sont dit, oui, l'ordinateur arrive, je vois, est-ce que je m'adapte ou bien je me laisse emporter par cela? Malheureusement, des métiers ont disparu parce que les gens n'ont pas voulu se conformer et se convertir à la chose qui arrivait. C'est la même chose avec les technologies. Oui. Je dis les technologies, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Restons sur le bon côté. Aujourd'hui, ça facilite beaucoup de choses en termes de productivité et autres, d'apprentissage et autres. Mais malheureusement, d'autres personnes aussi, de mauvaise foi, c'est comme dans la vie, hein, il y a les bons, il y a les mauvais. Donc, d'autres personnes aussi
utilisent cette même technologie pour faire du mal aux gens, comme il a dit, pour atteindre la dignité humaine. Et ça, je pense que c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour parler, pour voir comment ensemble nous pouvons prévenir et surtout aider ces personnes peut-être qui ont été victimes ou bien qui sont en ce moment victimes à sortir de cet engrenage-là. D'accord. Alors, de vos différentes positions respectives, on aimerait bien savoir quel type de violence revient de manière récurrente. Je commence par vous, Monsieur Kofi. Alors, merci. Je pense qu'en termes de violence numérique, je voudrais dire quelque chose d'abord avant d'aborder votre question. Toutes les violences sont pernicieuses et sont mauvaises. Que ce soit le viol, que ce soit les agressions sexuelles, que ce soit le déni de ressources, d'opportunités ou de services, que ce soit les violences facilitées par le numérique. Tout ça sont des violences et c'est des violences qui sont perpétrées sur des personnes qui touchent leur dignité. Donc, on ne peut pas hiérarchiser une violence, c'est une violence. Alors, en termes de violence numérique, les types de violences qui reviennent généralement... Donc, le fait de parler de violence numérique, pour vous, on hiérarchise quelque chose ? Pas vraiment, mais certaines personnes sont tentées de hiérarchiser certaines violences, alors que toutes les violences sont égales. Elles sont égales. Parce que c'est la personne qui l'a subie qui peut en témoigner en réalité. Et nous n'avons pas tous la même résilience. Voilà, donc il n'y a pas de petite violence. Une violence, c'est une violence. Alors en termes de violence numérique, ce qui revient le plus, c'est les harcèlements. Harcèlement, sextorsion à partir du numérique, c'est-à-dire que c'est des chantages sexuels à partir du numérique. J'ai des photos de vous, je peux publier si je n'ai pas des faveurs sexuelles et tout ça. Et donc, voilà un peu harcèlement, l'utilisation d'images des personnes sans même leur autorisation. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a les deepfakes. Oui. Voilà, à partir de certaines animations, on peut utiliser l'image de quelqu'un pour lui faire dire ou pour lui faire certaines choses qu'elle ne veut pas, qu'elle n'a jamais fait dans la vie réelle. Oui. Et tout ça sont des atteintes à sa dignité. Et tout ça peut conduire à la mort. Voilà, toutes les violences sont graves et je pense que je suis heureux aujourd'hui d'être entouré des experts tels que l'expert en cybersécurité. Voilà, parce que c'est un phénomène qu'il faut prendre à bras le corps. C'est des choses qui sont tellement dynamiques que nous, en tant qu'acteurs de lutte, on doit pouvoir s'adapter. On doit pouvoir s'adapter pour pouvoir arriver à bout. Et merci pour cette émission en ce jour de lancement des 16 jours d'activisme. Merci. Alors, Monsieur Chiriac, avant que j'oublie en fin d'émission, vous allez nous dire, en tant qu'expert en cybersécurité, nous, on a déjà été on nous voit en train de parler, moi on me voyait en train de vendre des médicaments pour soigner le cœur. Alors c'est mon image, c'est ma voix, mais je n'ai jamais dit ça. Et quand on imagine que c'est pour le cœur, alors ça fait mal de savoir qu'il y a des personnes qui vont tomber dans le panneau. Donc au moment des solutions, vous allez me dire, pour ce problème spécifique là, c'est ça les comment on fait? Mais non, mais c'est grave, vous allez nous dire. Malheureusement, comme Socrate l'a dit, hein, malheureusement aujourd'hui, cette technologie est utilisée par de mauvaises personnes, comme il a dit, ça c'est spécialement des deepfakes. Aujourd'hui, les deepfakes, c'est juste, j'ai un bout de phrase, un bout de voix de Myriam. J'ai une photo qui circule un peu sur les réseaux sociaux de Myriam. Je le colle avec aujourd'hui des outils qui sont en ligne. Et je fabrique ce que j'ai envie de dire, de faire dire à Myriam ou de faire faire à Myriam. C'est pour cela, ce qui est le plus important, c'est être sur les réseaux sociaux, mais sans pour autant donner certaines informations. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu regardes le profil de certaines personnes, on a comme l'impression de connaître la personne dit des choses même qu'on ne doit vraiment pas dire pour moi en ligne, parce qu'il faut garder quand même quelque chose de soi. Donnez-nous des exemples concrets. Les exemples concrets aujourd'hui, c'est de dire, par exemple, il a parlé de sextorsion. Donc, c'est le chantage d'avoir la vidéo intime d'une personne et de lui dire, si tu me donnes pas de l'argent, je vais la mettre sur la place publique. Alors qu'au départ, elle était privée. Et ça m'emmène à parler un peu du profil de ces personnes-là. Au départ, aujourd'hui, le cyberharceleur, comme il a dit,
il n'y a pas un visage clé quand tu le vois. Lui, il ressemble à un cyberharceleur, lui, il ne ressemble pas. Non, au départ, c'est le tout gentil, c'est le bon ami, c'est la bonne personne, c'est le copain. Et c'est quand il commence à avoir des choses que tu ne veux pas partager avec cette personne ou bien que tu ne veux pas lui donner, c'est là qu'il fait ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire prendre des vidéos qu'il avait eues de manière bien gentille, donc moi ta vidéo nue de toi, ainsi de suite. Et après, comme vous n'êtes plus ensemble, il se venge pour la mettre sur la place publique. Et d'autres même mais ça a tellement évolué. Aujourd'hui, il n'a même pas besoin de prendre des vidéos existantes. Il a le visage qu'il trouve partout. Et, et puis c'est fini. Et il peut faire, il peut faire des choses. C'est pour ça que derrière ce qui est intéressant et en termes de prévention, c'est d'avoir une certaine crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre la vidéo de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça. La première question que son entourage va se poser, c'est est-ce que cette personne l'a vraiment fait? Et donc, c'est pour ça que l'entourage est très, très important pour guérir ces personnes-là. Parce que si l'entourage commence à blâmer ces personnes, ça laisse la place à beaucoup de choses. Donc, il faut déjà connaître la personne. Voilà. D'accord. Alors, la discussion est tellement bien partie que j'en oubliais même de m'adresser à vous, cher public, en vous disant que la tablette est disponible et puis le QR code va s'afficher d'un moment à l'autre. Puis, vous allez pouvoir interagir avec nos 4 experts ici sur le plateau. Madame Faysaline Kouakou, alors, qu'est-ce qui revient, vous, à votre niveau, de manière très récurrente? D'accord. Juste avant de répondre à la question, je voulais juste rebondir un peu sur ce que Cyriac venait de dire. Oui. En ce qui concerne le fait de partager des données plus ou moins sensibles sur Internet qui faisait qu'on se rendrait beaucoup plus accessible, je ne dirais pas non, mais c'est surtout pour cela qu'il faut former les gens, qu'il faut sensibiliser. Parce que tout le monde n'a pas eu l'instruction de savoir qu'en partageant peut-être telle donnée, ça me rendrait beaucoup plus vulnérable comparément à quelqu'un d'autre. Et je pense que le but, justement, quand on fait ces 16 jours, à la fin, c'est d'avoir des actions concrètes, même dans la sensibilisation, ne pas oublier ce volet-là. Sensibiliser à l'utilisation même de l'outil numérique. Parce que pour beaucoup, aujourd'hui, Internet se limite à envoyer un texto, envoyer un email, et puis ça y est, ça suffit. Alors qu'il faut vraiment comprendre que Internet est un outil intéressant, mais en même temps dangereux. Et qu'il y a vraiment des données à caractère personnel qu'on expose chaque jour et qui peuvent, par ricochet, nous revenir un peu, on va dire, à l'envers. Alors, pour répondre à votre question, c'est pratiquement la même chose que monsieur, sauf que j'aimerais aussi ajouter un point, celui des commentaires sexistes et très misogynes. On n'en parle pas beaucoup parce que déjà dans notre code, c'est pas clair. Il n'y a pas que c'est interdit de les avoir, mais de plus en plus, beaucoup de femmes qui se plaignent à notre niveau sont victimes de cela. Et ça part de rien. Ça part d'une photo que tu peux poster tranquillement et vraiment, c'est une déferlance vraiment de méchanceté. Il y a également ce qu'on peut appeler le contrôle numérique entre conjoints. On n'en parle pas beaucoup aussi, mais dans certains couples, ce qu'on peut appeler parfois des couples toxiques, où on parle généralement de pervers narcissiques, oui, beaucoup de femmes viennent vers nous parce que le contrôle, arrivé à un moment, devient exacerbé dans le couple, au point où on te contrôle, on sait exactement où tu es, on va dire, je sais pas si on va dire, on craque même ton numéro pour recevoir tes appels avant même que tu puisses décrocher. Ça me permet de vous poser une question juste avant de poursuivre. J'ai vu sur les réseaux, vous voulez savoir où est-ce que votre mari est? Ben, c'est simple, cliquez là-dessus et puis il n'en saura rien du tout, vous saurez où il est. C'est vrai ça? Ça me fait tellement rire parce que beaucoup se laissent piéger. Parce que le fait déjà, il faut parler des applications, c'est quel type d'application? Qui a créé cette application? Pourquoi il a créé cette application? Est-ce qu'on a lu les conditions générales d'utilisation de cette application? Est-ce que derrière, lorsque j'utilise une telle application, moi aussi, on ne me récupérerait pas d'autres informations qu'on ne devrait pas récupérer, comme elle a dit, des données à caractère personnel? Mais tellement les gens aiment le sensationnel, tellement les gens aiment la facilité, ils tombent dans ce piège-là. Et comme elle a dit, vraiment, pourquoi tu veux surveiller la personne?
Moi, je sais pas, bon, c'est une question de confiance. Si je ne fais pas confiance à la personne, je ne fais pas confiance à la personne. Mais là, surveiller la personne, c'est son outil, c'est à lui, c'est personnel. Si la personne le sait, qu'elle part porter plainte, ne dit pas non que le procureur ou bien telle personne m'a arrêté parce que, voilà, on a voulu... Non, c'est pas des moyens légaux. C'est pas des moyens légaux, c'est illégal et il faut éviter ça. Et parce que en ricochet, ce que je veux ajouter, oui, par rapport à cela, c'est aujourd'hui, les gens ont cette facilité de vouloir savoir ce qui se passe chez les uns, chez les autres et autres. le voyeurisme. Là. Voilà, donc, et c'est pas bien. Moi, franchement, ce soir, nous sommes là. C'est vrai qu'on parle plus de femmes, mais il faut faire beaucoup, beaucoup attention sur ce qui se dit sur Internet parce que, comme on le dit toujours, tout n'est pas net sur Internet. D'accord. Oui. Oui. Alors, moi, je vais peut-être aborder 2 ou 3 points rapidement. La première des choses, c'est de dire que nous sommes dans un contexte de mondialisation digitale. Et ce contexte de mondialisation digitale impacte nos interactions humaines, nos interactions sociales. Mais dans quel contexte social sommes-nous? Nous sommes dans un contexte sociologique qui est caractérisé par l'idéologie patriarcale. L'idéologie patriarcale renvoie à un système de normes sociales, de croyances et de pratiques sociales légitimes et qui reproduit systématiquement des inégalités. Voyez-vous, entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Et l'expression, comment s'exprime ce patriarcat? Il commence d'abord dans la cellule familiale. C'est invisible, c'est auto-entretenu, c'est normatif. On commence dans la cellule familiale, le relais est pris par l'école. Donc l'école, en réalité, c'est un levier d'amplification de ces inégalités. Au-delà de l'école, vous avez... Pourquoi vous dites que l'école amplifie Mais l'inégalité? je peux vous donner un exemple très simple. Prenez par exemple quand on était encore au primaire, où on vous dit que Mariam va au marigot. C'était une manière, de façon implicite, De rappeler qu'elle est à la cuisine. rappeler qu'il y a une répartition des tâches domestiques, des tâches ménagères. Et ça, on peut en discuter. Au-delà de l'école, l'entreprise, c'est aussi un champ de reproduction des inégalités sociales. Vous avez les médias. Les médias contribuent à la reproduction de ces inégalités. Dans quoi faisant? Mais quand vous avez des médias qui vont présenter le phénomène du viol comme si la dame, elle était victime, je vais dire comme si elle avait cherché. Donc tout dépend de l'angle selon lequel on apprécie, je vais dire, le phénomène du viol ou le phénomène des VBG. Et je termine en disant qu'aujourd'hui, moi, ma lecture, c'est de dire que l'espace numérique n'est rien d'autre que l'extension contemporaine du patriarcat. Parce que quand vous allez regarder la naturalisation des rôles sociaux, hommes et femmes, la hiérarchisation des rapports de pouvoir, l'homme, c'est lui qui domine, la femme est dans des rôles reproductifs, communautaires et autres, c'est tout cela qu'on voit. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un espace physique où on a des comportements toxiques et ça devient un continuum dans l'espace numérique. Et donc, on utilise l'espace numérique comme une arme pour humilier, et j'insiste, pour humilier, pour harceler, pour porter atteinte à la dignité. Moi, mon gros souci actuellement, on parle de violence numérique. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une base statistique fiable pour nous dire en Côte d'Ivoire quelle est l'évolution statistique de ces violences numériques? 1. 2. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, concrètement, est-ce que les violences numériques sont intégrées dans la stratégie nationale de lutte contre les VBG? Parce que quand on prend la stratégie nationale de lutte contre les VBG de 2014, tout le monde sait ici la nomenclature des formes de VBG. Mais les violences numériques ne sont pas indexées. J'en veux pour preuve l'annuaire statistique de 2024 qui est récent, mais qui n'indexe pas. C'est vrai, on peut porter plainte. Ça arrive au niveau du ministère. Mais est-ce que le ministère, dans l'annuaire statistique, indexe les violences numériques?
Donc pour moi, si on n'a pas indexé les violences numériques de façon formelle, on ne peut pas avoir de politique publique calibrée, on ne peut pas avoir de campagne de sensibilisation calibrée, on ne peut pas mobiliser des ressources pour pouvoir adresser ce phénomène de façon véritable. Pour moi, la base statistique, elle est importante. D'accord, on va y revenir parce que ça faisait également partie des préoccupations, les statistiques et puis ce que dit la loi. Mais juste avant, nous avons un élément de reportage qui cadre tout à fait avec vos propos. Nous sommes allés à la rencontre des populations. Qu'est-ce qu'elles savent du numérique? Et puis, quelles sont leurs craintes? C'est un élément de reportage qui nous est proposé par Astou Touré. Les violences numériques contre les femmes en Côte d'Ivoire, un phénomène en expansion silencieuse. Harcèlement en ligne, échanges, extorsion, usurpation d'identité, les violences numériques visant les femmes prennent de l'ampleur. Qui va t'écrire sur WhatsApp, mais sur TikTok, sur Facebook, tu vas voir peut-être la personne en personne de bonne foi. Tu peux aller le rencontrer, tu seras victime de braquage, souvent même d'empoisonnement. Surtout avec cette histoire de IA, les téléphones, les échanges avec les hommes. Les échanges pacifiques qui deviennent après un problème pour la femme. On a peur, on ne sait plus à qui on doit s'adresser. Sur le terrain, les victimes racontent des scénarios identiques. Messages anonymes menaçants, chantage aux images intimes, rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux. Les conséquences fâcheuses plongent les victimes dans le silence. On se sent très mal, on se sent dénigré et la dignité arrachée. Parce qu'au fait, on ne s'attend pas à ça. Et quand ça arrive, souvent même tu es mal vu dans la société, tu perds tout. Il y a les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est ce que tu voulais alors que tu es victime de quelque chose. Les victimes plutôt préfèrent mieux garder silence pour ne pas être vues autrement, soit à cause de la honte. Le phénomène des violences numériques est favorisé en partie par un usage fréquent d'Internet, mais aussi une méconnaissance de cet outil aux multiples facettes. Il y a plein de sites en vogue en Côte d'Ivoire. Il y a certaines filles qui ne maîtrisent pas les dangers liés à ces plateformes. Je pense qu'une sensibilisation accrue de la part de nos différentes chaînes contre ce phénomène à pouvoir aider nos sœurs. Les chiffres récents montrent une persistance du phénomène. En 2024, 9607 cas de violence basés sur le genre ont été pris en charge, parmi eux près de 8000 victimes de sexe féminin. Ces données ne distinguent pas entièrement les violences commises en ligne, mais elles présentent l'ampleur du problème. Le cadre légal ivoirien évolue sur les violences numériques féminines, mais les acteurs de la société civile jugent les mécanismes encore insuffisants. Ce fléau des temps modernes continue d'interpeller experts et associations. Ils appellent à une mobilisation collective pour protéger les femmes et barrer la route à l'insécurité dans l'espace numérique. Alors, de retour en studio, nous allons prendre une question qui nous vient donc de la tablette. Et puis, M. Romy, il a tout compris. Pourquoi est-ce que c'est essentiellement orienté sur les femmes, ces violences-là? Pourquoi? Alors, j'aimerais bien faire un tour de table. Je commence par vous. Monsieur Socrate Kofi, pourquoi essentiellement les femmes? Pourquoi? Généralement parce que dans la vraie vie, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Vous voyez, aujourd'hui, les contenus négatifs touchent plus de 90% de femmes, selon les statistiques. Et quand vous prenez l'annuaire statistique qui a été cité tout à l'heure, c'est plus de 85% de femmes aussi qui sont victimes de violences basées sur le genre de façon générale. Donc, c'est un peu la continuité de la vraie vie dans la vie numérique. On peut expliquer ça comme ça. Alors, je voudrais revenir sur ce que notre ami Ghislaine disait tout à l'heure par rapport à la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Je voudrais juste l'informer que nous avons révisé cette stratégie qui date de 2014, qui est aujourd'hui obsolète, face aux nouveaux défis qu'on trouve sur le champ des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, on parle de deepfake. Aujourd'hui, on parle de violences facilitées par le numérique. En 2014, vous convenez avec moi que combien de personnes avaient des téléphones Android?
capable de pouvoir faire certaines choses, certaines manipulations dégradantes envers certaines personnes. Et je voudrais vous rassurer que la nouvelle stratégie 2025-2030 tient compte de ces violences-là. Et ça a été une recommandation ferme de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est déterminée vraiment à lutter sur tous les champs, que ce soit sur le plan numérique, que ce soit dans le réel, contre ces violences pernicieuses qui empêchent les femmes de pouvoir exploiter leur plein potentiel. D'accord, mais ça, ce sera quand, vous avez dit? Pardon? Ça, ce sera quand? C'est en projet? Ce n'est pas un projet. La stratégie 2025-2030. Oui. Il avait évoqué la stratégie 2014. Non, ça, on a compris. Mais ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a quelque chose qui est clair, c'est que pour l'instant, ça n'existe pas dans la stratégie. Qu'est-ce qui n'existe pas? Par exemple, le terme violence numérique n'existe pas dans la loi. C'est ce que je vous dis qui existe dans la stratégie, dans la nouvelle stratégie de lutte. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, ce que je vous demande, c'est elle sera en vigueur quand? Elle est déjà en vigueur, madame. D'accord. Elle est déjà en vigueur. Voilà. Et aussi, il avait parlé de, comment on appelle, de l'annuaire statistique. Évidemment, l'annuaire statistique, c'est un peu le document qui, chaque année, le ministère de la Femme fait des publications sur tous les chiffres, que ce soit autonomisation, violence basée sur le genre, violence faite aux enfants, protection de l'enfant et tout ça. C'est tout ça intégré qui sont dans l'annuaire statistique. Mais je voudrais vous rappeler que dans l'analyse des violences basées sur le genre, initialement, parce que c'était, je ne peux pas dire sous-estimé, mais comme c'est une violence émergente, on ne tenait pas compte en tant que violence à grande ampleur. Donc, elles étaient classées. Aussi, hein. Elle était classée. Internet est quand même venu en 2000. Elles étaient classées dans la rubrique violence psychologique et émotionnelle. Okay. Vous comprenez? Donc, dans les chiffres que vous avez sur les 9607 cas qui ont été pris en charge en 2024, ces violences-là étaient comptées dans les violences, comment on appelle, les violences numériques étaient comptées dans les violences psychologiques et émotionnelles. D'accord. Aujourd'hui, avec le défi, je termine. Oui, s'il vous plaît, terminez parce que dans ma posture, je ne peux pas répondre, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, avec... comme on appelle l'ampleur de ces violences-là, force est de reconnaître qu'on doit pouvoir dégager une plage exceptionnelle réservée à cette lutte contre la violence facilitée par... On doit pouvoir ou c'est effectif? Parce que là, c'est toujours nuancé ce que vous dites. Nuancé, vous trouvez? Oui. Non, je suis en train de vous dire que cette violence était classée dans les violences psychologiques et émotionnelles. Oui. Aujourd'hui, avec l'ampleur, ce qui est fait, cette violence-là est décalée. Parce que la typologie des violences basées sur le genre, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a établie. C'est une typologie internationale. Vous comprenez? Et même quand vous prenez, par exemple... Attendez, ce qu'on va faire, on va leur donner la parole, puis il y aura une interaction. D'accord. Juste rapidement. D'accord. Juste rapidement, parce que je sais que M. Ghislain va achever ce que je veux dire. Alors, d'accord, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il mentionne l'annuaire, justement, parce que nous, déjà, en tant que société civile, c'est quelque chose qu'on utilise. Et déjà, je lui dis merci au ministère actuel, à Madame la ministre et tout, qui on sent vraiment faire assez d'efforts pour nous donner des chiffres qui nous permettent également de prendre l'ampleur et d'orienter nos actions et nos projets. Là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est lorsqu'on parle justement de l'année 2024 et qu'on nous dit que tout ce qui rapporte aux violences numériques était classé dans la catégorie des violences psychologiques. Sachant qu'aujourd'hui, et on sait, 2024 c'est récent, c'est juste l'année dernière. Et ces violences n'ont pas commencé en 2025. Donc moi je pense que pour moi, c'est juste de reconnaître que, attention, peut-être qu'on a minimisé ou qu'on n'avait pas mis une attention particulière dessus. Voilà. On a minimisé, on n'avait pas mis une attention particulière dessus. On se rend compte que c'est assez important. Maintenant, on va dégager et faire ce qu'il faut faire avec. Sachant qu'effectivement, ces violences, certes, elles commencent sur le numérique, mais il y a parfois des répercussions de façon physique. Donc, on menace d'abord sur Internet et après, on peut rencontrer la personne ensuite. Et puis, voilà, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord. Voilà, Monsieur Koulibaly? D'accord. Alors, je voudrais d'abord dire que j'insiste et je persiste. Il n'existe pas de distinction claire aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre violence en ligne et violence hors ligne. La preuve, c'est que tous les annuaires statistiques, qui sont des rapports annuels qui sortent, nous donnent les VBG traditionnels, sans indexer les violences numériques. Ça, c'est un. 2.
On est d'accord que ce sont des défis émergents et je conviens avec Socrate Kofi. Ce que je veux dire, le processus de révision, oui, on l'a suivi. Mais quand on dit on a révisé un document, sauf erreur de ma part, il passe en conseil de gouvernement, conseil des ministres, pour être adopté. Est-ce qu'on peut me dire que la stratégie nationale de lutte contre les VBG 2025-2030 a été adoptée officiellement pour qu'il ait un caractère officiel et exécutoire? Je le dis pourquoi? Parce que le document de politique nationale sur l'équité et l'égalité de genre, mais il est passé en conseil de ministres en mai 2025. On a le numéro, on sait que c'est passé. Mais la stratégie, oui, il y a eu des travaux. Il y a eu des parties prenantes qui ont travaillé sur le document. Oui, le document a été révisé. Entre révisé et adopté, il y a un gap. Et ça, je voudrais vraiment insister. Maintenant, c'est grave. C'est grave de dire sur ce plateau que les violences numériques sont intégrées dans les violences psychologiques et émotionnelles. C'est grave de le dire. On ne peut pas le dire ainsi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces années, les violences numériques, parce que Internet c'est en 2000, donc les violences psychologiques et émotionnelles, on avait intégré. Moi, je pense que nous sommes sur un plateau. Ce que nous disons simplement, c'est que les violences numériques n'avaient pas été intégrées et c'est normal puisque c'est un défi émergent. Donc nous, notre plaidoyer, c'était de dire qu'il faut qu'il soit pris en compte comme nouveau défi, au même titre d'ailleurs que le féminicide. Et je voudrais continuer en disant que, vous savez, lorsqu'on ne peut pas avoir une base scientifique sur le nombre de cas de violence numérique, après, c'est difficile d'aller proposer une stratégie pour l'adresser véritablement en termes de calibrage. Et je le dis parce que quand il y a eu les cas de violence numérique, est-ce qu'on a informé les communautés? Est-ce qu'on a sensibilisé les communautés pour qu'ils reconnaissent que le harcèlement numérique, ce sont les injures, ce sont les menaces, ce sont les attaques sexistes, ce sont les violences psychologiques? Est-ce qu'on les a formés sur les violences sexuelles numériques dont on parle, chantage sexuel, diffusion non consensuelle d'images intimes? Quand je parle, je ne parle pas d'Abidjan. On a des zones oubliées, on a les zones rurales, on a les zones périurbaines qui sont souvent des zones oubliées. Est-ce que la typologie comme le contrôle et la surveillance, lorsque tu as un traceur sur le véhicule de ton partenaire sans son consentement, c'est une violence numérique? Lorsque tu as un traceur sur le portable de ton partenaire, c'est une violence numérique. Combien de personnes maîtrisent et caractérisent le phénomène? Donc pour moi, s'il y a peu d'informations autour du phénomène des violences numériques, après, on a une sous-dénonciation, on a une sous-déclaration du phénomène. Et donc, aujourd'hui, on a la PLCC qui a été créée en 2011. Quand la PLCC crée, reçoit les plaintes et autres, est-ce qu'il y a une collaboration étroite entre la PLCC et le ministère de la Femme, sachant bien que la police ne reverse pas systématiquement, puisque les données sont sensibles? Les données sont sensibles et souvent, ça relève des renseignements généraux. Mais est-ce que la PLCC reverse au moins les plaintes qui sont VBG facilitées par les technologies? C'est de ça que je parle. Très bien. Alors, je pense qu'il a beaucoup parlé. Moi, je voudrais juste poser une question. Voilà. Monsieur Ghislain, lorsque quelqu'un vient à vous, il dit que j'ai été victime d'injures sur le net. Pour vous, comment est-ce qu'il ressent cette violence-là? Elle est physique? Vous me posez la question? Oui, c'est une question que je pose. Mais pour dire quoi? Pour dire que le ressenti, il est émotionnel. Oui. Le ressenti, il est émotionnel. Vous comprenez? Si vous dites qu'on a des données en termes de données qui n'ont pas été désagrégées. Donnez-nous les statistiques. Je viens. Des données qui n'ont pas été désagrégées en termes de violence psychologique et émotionnelle. Je conviens avec vous. Donnez-nous les statistiques. C'est pourquoi j'ai dit que je conviens avec vous, parce qu'on n'a pas désagrégé ces données. Aujourd'hui, avec la résurgence de ces violences-là, je suis d'accord qu'il va falloir travailler pour pouvoir désagréger ces données-là. Sinon, travailler même avec plus d'acuité sur les violences numériques. Là, je conviens avec vous. Voilà. Mais dire que ça n'a jamais été adressé, je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, s'il vous plaît. Par contre, toute la stratégie qui est faite, toutes les actions qui sont menées, c'est sur quelle base de données, en fait?
Parce que là, le problème est réel. Vous parlez de... Ça n'a pas été désagrégé. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de données, de statistiques fiables en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les violences numériques, par exemple. Il n'y en a pas du tout. Là, je suis d'accord qu'ils ne sont pas désagrégés. Mais les violences, nous les classons dans les violences psychologiques et émotionnelles. Vous comprenez? Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, déjà depuis le mois dernier, la direction de la planification est en train de travailler sur ce sujet-là. Vous comprenez, pour pouvoir désagréger, pour avoir des choses stables et fiables. Aujourd'hui, l'expert en cybercriminalité, il est... Non, cybersécurité, pardonnez. Voilà. Cybersécurité, il est à côté de moi. C'est des violences qui sont émergentes. Aujourd'hui, on parle de deepfake. Il y a 2 ans, 3 ans, on ne parlait pas de deepfake. D'accord. Vous comprenez? Donc, il va falloir avoir des indicateurs fiables sur ça. C'est tellement dynamique qu'il va falloir que nous aussi, nous nous adaptions à l'évolution. La loi est en train d'évoluer. Il n'y a pas de données fiables. C'est ce qu'on retient. Voilà. Non, pas de données fiables, ça c'est péjoratif, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites pas de données fiables, pas de données désagrégées. Voilà. En fait, merci. Voilà, il n'y a pas de données désagrégées. Marie, je vais rebondir un peu sur tout ça. Moi, en tant que dans la cybersécurité, aujourd'hui, on sait qu'il y a l'ANSSI, dont découle tout ce qui est PLCC, qui est connu aujourd'hui par le public ivoirien, qui ont des chiffres. Et c'est vraiment alarmant. Parce que quand tu prends rien qu'en 2022-2024, les plaintes ont augmenté du double, du simple double. On était à 6 000 et quelques. Aujourd'hui, on a près de 13 000 personnes qui portent plainte parce qu'elles reçoivent des préjudices en ligne. Et ça, il faut qu'on le note parce que... et ça m'emmène à poser une question peut-être à monsieur le coordinateur, de savoir quelle est la collaboration entre cette unité qui est vraiment bien formée, qui a les outils pour aider en termes de statistiques, et son ministère qui travaille vraiment sur cette question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette collaboration, non seulement entre cette entité donc, de la police et eux, et aussi la société civile qui est représentée ici autour de la table, pour qu'ensemble, parce que l'un des grands soucis, si on n'a pas de données, comme il a dit, qui sont désagrégées, pour ne pas dire qu'ils sont fiables, parce que le problème de données, c'est un problème qui est crucial pour prendre des décisions dans un pays. On a besoin de données. Et je pense que c'est ensemble que nous devons travailler pour y arriver. Maintenant, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Mariam, absolument. Avant qu'il ne réponde, il dit quelque chose qui est tellement juste. Aujourd'hui, le chiffre exact, en termes de nombre de plaintes, c'est 12 100. Au niveau de l'ANSSI, donc du PLCC et autres, 12 100, c'est inquiétant. Et là-bas, vous savez comment ils ont qualifié? D'incivisme numérique. Alors, est-ce que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est d'accord qu'on parle d'incivisme numérique? Parce que nous, on parle de violence basée sur le genre, facilitée par les technologies. Une atteinte à la dignité de la femme, une atteinte à la dignité de l'homme. Et donc, pour nous, si on ne voit pas ça sous le prisme du sexisme, donc de l'inégalité, ça veut dire qu'on risque de passer à côté en restant dans le prisme de la cybercriminalité ou de la cybersécurité. Et je dis non, la Côte d'Ivoire a ratifié tous les instruments régionaux internationaux. La Côte d'Ivoire est suffisamment engagée. Et donc les violences basées sur le genre, facilitées par les technologies, pour nous, ils doivent être indexés. Puisque ça montre véritablement, il faut qu'on voit ça en termes de chiffres pour qu'on voit comment, avec la société civile, les partenaires au développement, comment on va développer des réponses adaptées. C'est vraiment un plaidoyer. Attendez, vous allez répondre à sa question. Je pense que je peux y aller maintenant. Voilà, merci. Alors, merci déjà pour cette question-là. Et vous savez qu'en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, que ce soit en réel ou facilité par le numérique, c'est une lutte qui est multisectorielle. Et ça, il faut le retenir. Et aussi, il faut retenir que toutes les violences ne sont pas des violences basées sur le genre. Si c'est 12 100 plaintes qui ont été posées, ce n'est pas toutes des violences basées sur le genre. Donc, vous ne pouvez pas dire au ministère de la Femme, Famille, Enfants, voilà, il y a des plaintes qui sont portées, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, qu'est-ce que vous faites? Non. C'est une lutte qui est multisectorielle. Et chacun a sa partition à jouer. Vous comprenez? Alors, nous, quand ces cas-là nous parviennent, on travaille avec... Vous avez un comité mis sur place pour ça?
Bien sûr, le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, qui est logé au ministère de la Femme, Famille et Enfants, travaille sur les questions exclusivement de violences basées sur le genre, que ce soit en réalité ou que ce soit dans le domaine numérique. Mais on n'est pas seul, c'est un écosystème. C'est un écosystème. Vous comprenez? La réponse aux violences basées sur le genre fait appel à la justice, fait appel au médical. Pour revenir à sa question, quelle est la collaboration que vous avez? Nous faisons la référence. Nous faisons la référence. Quand ça arrive, et souvent il y a des plaintes. Et généralement, c'est des personnes qui sont souvent en séparation, qui n'ont pas été mariées, souvent aussi. Ils sont en séparation, il a gardé des images d'elle ou de lui qu'il menace de diffuser ou qu'il diffuse. Et quand nous sommes saisis au niveau de la 1308, qui est notre numéro vert, qui est gratuit, quand nous sommes saisis, on fait tout, on écoute. Et quand on écoute, on regarde et on fait la référence pour pouvoir donner une réponse adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire, vous faites la référence pour donner une réponse adéquate? La dame est en détresse, parce qu'on sait également de PLCC, on sait également qu'il faut que le crime soit commis pour qu'ils prennent en charge. Donc vous, à votre niveau... C'est pas seulement... la prise en charge n'est pas seulement, comme on dit, judiciaire. Vous comprenez? N'est pas seulement judiciaire. Quand vous l'avez agressée... Elle est multisectorielle. Multisectorielle, comme je l'ai dit. Vous l'avez agressée sur un téléphone. Elle est en détresse, qu'elle nous appelle. La première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est en détresse psychologique. Pour pouvoir la rassurer et maintenant l'orienter, faire la référer vers un acteur psychosocial ou un acteur psychologique. Pour pouvoir déjà la rassurer, la prendre en charge. Ensuite, elle est suivie. Et quand elle est suivie, quand elle veut porter plainte, on l'accompagne. Et quand elle ne veut pas porter plainte, nous mettons toutes les informations à sa disposition pour qu'elle prenne une décision. De telle sorte que ce n'est pas nous qui l'influençons. Et quand la décision est prise, nous l'accompagnons. Que ce soit à la PLCC, que ce soit au tribunal, nous l'accompagnons jusqu'au bout du processus. Vous comprenez? Et ça, il faut que ce soit une violence basée sur le genre. D'accord. Madame Kwaku? D'accord. Alors, je pense que peut-être que M. Socrate n'a pas bien compris la préoccupation de mes confrères. Non, j'ai compris. J'ai dit que les données sont là, mais elles ne sont pas désagréables. Non, à ce niveau, c'est très clair. Je parle au niveau de l'attente en termes de collaboration avec la PLCC. Je suis entièrement d'accord avec vous que vous faites le référencement et c'est ce que nous-mêmes, en tant que société civile, nous faisons. Lorsque nous recevons des cas, par exemple, on fait le référencement, on essaye d'accompagner les suivantes et les victimes. Ce qu'on attend, c'est au-delà du référencement, vous êtes un organe, si on va dire, étatique. Parce qu'aujourd'hui, la PLCC, comme on l'a dit, traite beaucoup de demandes. Comme vous l'avez dit, tout n'est pas VBG. Financement, accompagnement. Exactement. Tout n'est pas VBG au niveau de la PLCC. Et c'est à vous, aujourd'hui, de former, sinon de permettre à ce que ceux-là même qui reçoivent les plaintes puissent savoir qu'ici, on parle justement de violence sur le net et que là, par exemple, on peut parler d'escroquerie ou autre chose. Pourquoi je prends cet exemple? C'est que par le plaidoyer, aujourd'hui, en tant qu'organisation société civile, on est arrivé au stade où, dans certains commissariats, vous verrez qu'il y a des bureaux genre. C'est-à-dire que ces policiers en particulier ont reçu des formations et sont aptes et beaucoup plus outillés à recevoir des plaintes, par exemple, de VBG. Je pense que vous le savez, lorsque vous allez, ces personnes-là pourront clairement vous dire voici ce qu'il faut faire et pourront vous dire, par exemple, si c'est un viol, on n'a pas besoin de certificat médical ou autre chose. Par contre, moi, je doute fortement que ce soit le cas au niveau de la PLCC. Pourquoi je le dis? Parce que de plus en plus, nous, on a des cas qu'on accompagne. Quand les dames vont, tu déposes ta plainte, mais peu de cas ont une suite favorable. Et parfois, comme on l'a dit, pourquoi ils se permettent de dire que c'est l'incivisme? Parce que certainement, ils n'arrivent même pas eux-mêmes à détecter ce qu'on peut clarifier comme étant des VBG, mais qui ont été faits sur Internet, ou ce qu'on peut clarifier tout simplement comme une escroquerie, ou bien un abus de confiance sur Internet. Donc pour moi, c'est en même temps une doléance à votre niveau. Et deuxième volet qui n'a pas été évoqué, mais je pense que je vais saisir la pêche vu que vous êtes là, c'est vraiment de ressentir le volet inclusion dans les sensibilisations. Je pense que M. Koulibaly l'avait dit. Pourquoi on le dit? Parce que quand on parle d'inclusion, très souvent, les gens pensent automatiquement handicap, donc on voit handicap physique. Mais, Myriam, je vous le dis, il y a des handicaps à plusieurs niveaux et on le sait. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de 16 jours, c'est bien beau, on est sur un plateau très beau. Il y a des personnes qui arrivent à nous entendre, qui arrivent à regarder, qui arrivent à comprendre. Mais il y a également des victimes, potentielles victimes, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas.
Et généralement, en tout cas, dans les programmes, généralement, même quand on accompagne les projets, que ce soit même en périphérie, rarement on a des programmes qui indexent ces personnes-là. Je prends un exemple tout simple avant de déposer la parole. Actuellement, pour ceux qui regardent un peu Internet, on a ce que je peux appeler une prolifération, vraiment un harcèlement acharné sur les personnes de petite taille. C'est dit que quand on regarde, ça partit d'abord de Morel, c'était beau et tout, mais finalement on se rend compte que les femmes de petite taille ces derniers temps ont repris confiance en elles, on voit beaucoup plus de vidéos et les commentaires sont horribles. Et nous, en tant qu'organisation, je parle de mon organisation, on a eu même à se rapprocher un peu de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir vraiment arrêter cela. Et moi, j'aimerais beaucoup plus sentir le volet inclusion dans, on va dire, dans la nouvelle stratégie qui va commencer, en fait, qui a déjà commencé en 2025-2030, sentir que ces personnes ne sont pas isolées parce que c'est aussi des femmes. D'accord. Voilà. D'accord, je voudrais juste vous répondre. La PLCC, c'est des policiers, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais vous rassurer pour dire que ce n'est pas seulement les policiers qui sont dans les bureaux d'accueil genre qui ont été formés sur les questions de violence basées sur le genre. Vous comprenez? À la formation initiale, c'est-à-dire la formation des sous-officiers, ils ont été aussi formés sur la prise en charge des questions de violence basées sur le genre. Et à la police comme à la gendarmerie, c'est les OPJ qui adressent ces questions-là. Eux aussi, à l'école des officiers, ils apprennent aussi, tous les policiers, je vous le dis, ils apprennent aussi. Et ceux même qui avaient été affectés au moment où ces modules-là entraient en ligne de compte avec la sous-direction de la formation continue au niveau de la police nationale, on a fait des poules de formation. Aujourd'hui, quand vous allez dans les préfectures de police, il y a des bacs qui sont là où ces policiers-là sont formés régulièrement avec des points focaux VBG. Et au niveau même de la police nationale, on a un service dédié aux questions de violence basées sur le genre. Et comme vous le dites, la politique de ne laisser personne, pour continuer une politique nationale, une vision nationale. Vous comprenez? Et nous le faisons si bien avec tout le monde. L'année dernière, par exemple, on a eu, cette année et l'année dernière, on a eu 2 formations à l'Institut national des aveugles par rapport aux violences basées sur le genre. Comment reconnaître ces violences, ces menaces et tout ça. Pour dire qu'on ne laisse personne pour compte. C'est vrai que la question, elle est large. On a fait, on continue de faire. Ne dis pas qu'on a cerné. Mais vous formez qui? Le personnel d'encadrement? On forme le personnel d'encadrement. Oui. On forme aussi les élèves à pouvoir reconnaître les signes de violence basée sur le genre. Parce que souvent, les gens prennent certaines choses pour des gestes d'attention. Alors qu'en fait, c'est des gestes de prédateurs sexuels qui profitent de l'handicap de ces personnes-là. Les aider à comprendre que voilà, attention, ce qui est en train d'être fait, s'il est fait sans votre consentement, et je parle de consentement éclairé, parce qu'en matière de violence basée sur le genre, la clé de voûte, la question centrale, c'est celle du consentement. Sans consentement, il y a violence. Avec consentement, il n'y a jamais de violence. D'accord, on va évoluer un peu dans nos échanges. Nous parlerons de responsabilité puis d'impact sur les femmes. Je donne la parole, M. Cyriaque Bogou. Dites-nous, est-ce qu'on peut freiner des images intimes lorsqu'elles circulent déjà dans un groupe privé? Non, déjà, il y a plusieurs moyens de freiner. Je pense que les plateformes permettent d'arrêter ce type d'image, donc en signalant ce contenu parce qu'il atteint la dignité de quelqu'un, donc soit tout ce qui est nudité et autres. Donc dans les plateformes, vous allez voir, lorsque vous allez dans la partie signalée, n'importe quelle plateforme, que ce soit WhatsApp et autres, il y a toujours une partie signalée. Malheureusement, on n'a pas cette culture de signaler chez nous ici. On préfère plutôt faire une capture d'écran, la partager à Ghislain, la partager à Fé pour dire telle personne a essayé d'usurper soit mon identité ou bien de me faire chanter et autres, sans pour autant signaler. Mais tant qu'on ne signale pas, les plateformes ne peuvent pas, les algorithmes de ces plateformes-là ne peuvent pas savoir que ce type de contenu est nuisible pour telle ou telle personne. Donc, il faut avoir la culture du signalement. Dans le groupe privé, j'entends bien, dans le groupe privé. C'est-à-dire, on crée un groupe ici sur ce plateau par rapport à cette émission-là. Oui. Il y a des images particulières qui circulent et puis ça peut être supprimé. Si l'admin, je prends l'exemple, si l'admin est dans le groupe, c'est de signaler à l'admin qu'il y a telle image qui est dégradante pour moi. Est-ce qu'on peut supprimer? Non. En plus, aujourd'hui, une plateforme comme WhatsApp ou bien n'importe quelle plateforme dans laquelle on est administrateur vous donne le droit de supprimer même sans l'avis de l'utilisateur en question. Et deuxième, j'appelle ici aussi, par votre émission, la responsabilité de tout un chacun. Malheureusement, tout ce qui interdit
a cette petite appétence de plaire aux uns aux autres, malheureusement. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être le psychologue, et là, il va nous expliquer le pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a des images, ou bien quand tu entends, même dans les bérets, comme pour parler comme français ivoirien, j'ai eu un dernier son, hein, j'ai eu une dernière image ou bien une dernière vidéo d'un truc, si vous voulez rentrer dans mon inbox. Chez moi, ça ne va jamais passer parce que mes valeurs ne me permettent pas de faire ça. Et tout à l'heure, vous l'avez précisé, il y a une culture du voyeurisme aussi. Oui, il y a cette culture, mais il faut que ça s'arrête arriver à un moment parce que c'est la dignité de quelqu'un d'autre qui est en jeu. Tout à fait. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Tant que parce qu'aujourd'hui, c'est X. Après, ça peut être Y. Tout à l'heure, ils l'ont dit. Donc, quand ça va être à la partie d'Y, il ne faut pas pleurer comme on le dit en langage ivoirien. Non, parce que on pleure pas. Que tu fais, on pleure pas. Ce que tu fais à X, forcément, Y peut te le faire un jour. Donc, dès que ça arrive à ton niveau, j'appelle vraiment la responsabilité de tous ceux qui nous regardent. C'est pour ça que je regarde la caméra en face. Si ça arrive à votre niveau, vous avez une image dégradante de quelqu'un, vous avez des sextapes, tout ce que vous voulez, vous savez que ça dégrade l'image. Ne cherchez pas à partager à quelqu'un. À votre niveau, soyez le stopper de cela. Soyez la personne qui stoppe. C'est-à-dire, si c'est arrivé à votre niveau, ça ne doit plus continuer. Mais si ça continue, vous êtes victime. Non seulement vous participez à cela, et si jamais il y a des sanctions, sachez que vous êtes dedans, parce que la loi aujourd'hui, que ce soit tout ce qui est désinformation et autres, quand tu partages, tu es aussi complice. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais vous poser une question à tous les quatre. Quand on vous écoute sur le plateau, on a le sentiment qu'on n'était pas prêt à recevoir cet outil. J'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment également que les structures d'encadrement, il n'y a pas que vous, comme structure d'encadrement, il y a un travail en amont d'information, de sensibilisation, de compréhension même de l'outil qui malheureusement a manqué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les conséquences peuvent être dramatiques. J'aimerais qu'on fasse un tour de table. Oui. Oui? Attendez. Alors, je commence. Bien de parler. Allez-y. Alors, moi, je voudrais dire que quand on parle du numérique ou du digital, il y a quand même des caractéristiques majeures. C'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la viralité. C'est l'anonymat. Et quand vous regardez sur le digital, mais on touche la victime 24 heures sur 24. C'est-à-dire les violents numériques touchent 24 heures sur 24. Mieux, le public, il est illimité. Parce que tout le monde peut voir. Si c'était dans un cercle familial, ça serait restreint. Vous allez voir que quand on met quelque chose en ligne, c'est difficile d'enlever. Vous avez vu, je ne vais pas dire le nom de la structure, mais il y a eu une femme qui avait eu des rapports dans les bureaux. Et lorsque l'informaticien a eu l'ordinateur, il a balancé tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est durable dans le temps. Et malheureusement, la victime, elle est impuissante. En termes de responsabilité, pour moi, la responsabilité sociale et culturelle doit être incriminée. Pourquoi? Aujourd'hui, on a une faible éducation numérique. On ne nous a pas préparés. C'est vrai qu'il y a eu... on est dans un contexte de mondialisation, il y a eu transformation, digitalisation, mais est-ce qu'on est suffisamment préparé? Est-ce qu'on connaît les effets pervers, les dangers? Parce qu'il est vrai que les technologies peuvent être des leviers d'émancipation et d'autonomisation des femmes, mais c'est aussi des vecteurs de risque. C'est ça. C'est un couteau à parce qu'il reproduit les inégalités sociales, mais mieux, il amplifie les violences numériques ou les violences basées sur le genre facilitées par les technologies. Et la responsabilité, là, elle est individuelle, elle est aussi institutionnelle. Si on a des lois et que ces lois-là, on les prend et qu'on ne les vulgarise pas, moi, ça me pose problème. On vient d'élaborer la stratégie nationale de l'IA. Combien en Côte d'Ivoire connaissent la stratégie nationale de l'IA? On a des lois sur la cybersécurité, cybercriminalité. Combien de personnes connaissent tout ça? On dit tous responsables en ligne. En ligne, tous responsables. En ligne, tous responsables. C'est déjà un début. Mais je souhaite que le ministère de la Femme et tous les autres acteurs, puisque nous savons tous que c'est une approche holistique, donc ça, nous tous, on le sait. Maintenant, la société civile qui n'a pas les moyens, eux qui rentrent dans les communautés, qu'est-ce qu'on met à leur disposition pour appuyer leur combat? C'est un plaidoyer que nous faisons. Parce que si on ne les appuie pas, l'impact est grave. Regardez l'impact sur la démocratie. Les femmes en politique.
on les descend sur le digital, sur le numérique, sur l'espace numérique. Pourquoi? Parce qu'on leur rappelle que cet espace de pouvoir-là, cet espace symbolique-là, ce n'est pas leur place. Leur place, c'est à la maison. On leur rappelle cela. Et donc, en réalité, l'espace numérique, quand on y met les violences numériques, c'est une manière de déconstruire la crédibilité, le leadership féminin pour pouvoir... en fait, l'expression féminine est étouffée. Elle est encadrée parce qu'en réalité, il s'agit de patriarcat, il s'agit de masculinité toxique, il s'agit de reproduction des inégalités sociales. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment travailler la société civile sur le terrain. D'accord. Monsieur, dites-moi. Oui. Alors, avec la cybersécurité aujourd'hui, on se dit que on peut les retracer, les retrouver, et j'en passe. Mais pourquoi ça persiste? Comme s'ils narguaient le système. Déjà, on peut les retrouver. Ça, je veux m'adresser à ceux qui sont derrière des avatars, qui pensent qu'ils ne peuvent pas être localisés et autres. Aujourd'hui, il y a les moyens de vous retrouver. Donc, faites attention à ce que vous faites en ligne. Pourquoi ça persiste? Déjà, parce qu'il y a un gain financier derrière. Quand tu prends un peu tout ce qui est plainte aujourd'hui en termes de crimes faits via un ordinateur, dans tout ce qui est en ligne, c'est près de 9 milliards de francs CFA. Donc, quand tu entends cette somme qui circule dans ce truc, tu as envie, tu es tenté d'y être. Deuxièmement, c'est comme ils l'ont dit, l'impunité. Je me sens... Il n'y a pas vraiment de personnes. C'est vrai que la PLCC arrête souvent des personnes, mais c'est à petite échelle. Je pense que lorsque ça va s'agrandir, les gens vont faire de plus en plus attention. Et c'est le lieu aussi de demander à tout le monde vraiment la coopération de tout un chacun, parce que tout le monde ne joue pas malheureusement le jeu. Et je veux parler aussi des plateformes numériques souvent qui mettent du temps pour enlever un contenu lorsqu'on leur demande d'enlever du contenu. C'est en cela que non seulement nos États... Les plateformes numériques, qui a le droit, enfin, qui a la crédibilité pour leur demander d'enlever un contenu? Aujourd'hui, je veux saluer le travail de la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel qui récemment a fait venir l'équipe de Meta, donc qui englobe WhatsApp, Facebook et autres, pour discuter avec eux, faire un événement où ils ont... Et ça a salué. Et ce type d'action ne doit pas être seulement pris par... Je sais que le ministère aussi de la communication le fait aussi avec sa campagne en ligne, tous responsables, mais il faudrait que ça soit... comment je vais dire ça? Dans nos stratégies nationales qu'on élabore, il faut qu'on les inclue, il faut qu'on leur dise, chez nous, on a cette culture-là, voici la culture qui émane chez nous. Et aller plus loin, au lieu de rester au niveau national, penser à une stratégie régionale. Parce que quand tu prends l'Union européenne, quand tu prends... Ils ont mis en place des mécanismes qui sont forts et ils sont capables de dire à certaines plateformes, tel contenu, on ne veut pas le voir dans notre territoire qu'est l'Union européenne, l'espace qu'est l'Union européenne. La même chose, on peut le faire avec la CEDEAO, on peut le faire avec l'Union africaine. Il faut que les textes de loi soient très clairs aussi. Oui, mais pour cela, il faut que les uniformes. Et uniforme. Et puis, pas... Uniforme. Oui, pas Non. Par exemple, moi, je suis dans une organisation qui s'appelle Africtiviste. La semaine dernière, on a fait venir TikTok au Sénégal. Oui. On a dit à TikTok, vos trucs, voilà, vous avez des restrictions dans d'autres pays. Pourquoi c'est pas possible de le faire dans nos régions? Et quand on a discuté, ils ont compris. En fait, ils ne sont pas au même parfum d'informations que nous. Ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Et je pense que ce type d'échange ça doit se faire un peu partout, avec plusieurs États, pour leur faire comprendre qu'arrivé à un certain moment, il faut faire attention, parce qu'il y va de la dignité humaine. Parce qu'on a vu malheureusement des personnes qui ont été victimes de ces sextorsions, de ces chantages en ligne et autres. D'autres n'arrivent plus à aller au travail, d'autres n'arrivent même plus à aller à l'école, abandonnent l'école. D'autres se font soutirer de l'argent. Jusqu'à 9 milliards, c'est énorme. Et souvent même les personnes qui se suicident, ça c'est les gars vraiment extrêmes. Et il faut que ça cesse. Alors dites-nous, en tant qu'expert en cybersécurité, est-ce qu'il paraît, certaines plateformes, les enfants très jeunes n'y ont pas accès? C'est une volonté du gouvernement. Et puis, les enfants n'ont pas accès. Oui. C'est vrai? C'est possible de le faire. C'est tout dans les paramètres. Aujourd'hui, moi, si tu es parent d'élèves, et parent, pas forcément parent d'élèves, mais si tu es parent, allez-y voir tout ce qui est
tout ce que les parents peuvent mettre sur les plateformes de leurs enfants. Allez-y dans les paramètres. J'invite tout le monde, même si tu n'es pas enfant, allez dans les paramètres, lisez un peu les paramètres. Souvent, on active des choses qu'il ne faut pas activer. Souvent, on laisse planer des choses, on peut désactiver des choses sans... Vraiment, allez-y dans les paramètres, fouillons dans les paramètres. Ou bien même quand on veut aller accéder à une plateforme, combien de personnes ici lisent les conditions générales de l'utilisation? On dit non, c'est écrit petit, c'est en anglais, et tout ça. Mais lisons, prenons la peine de savoir qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on arrive sur ces plateformes-là. D'accord. Madame, j'aimerais que vous nous parliez un peu des femmes et des filles qui viennent vers vous. Qu'est-ce qu'elles vous disent de l'impact de ces nuisances-là sur elles? Est-ce qu'elles sont dépressives, par exemple? Est-ce qu'elles ont perdu leur boulot? Elles n'osent plus sortir, elles ne sont plus sociabilisées. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, l'impact, il peut s'évaluer à plusieurs niveaux. Je pense déjà, l'impact est émotionnel, comme on l'a dit. Donc, il y a déjà la déception, la peur, la stigmatisation. La première chose, comme on a dit, on est vraiment dans un pays à l'afflux de tout ce qui est affairage, tout ce qui est humiliation. Donc, la première chose, c'est automatiquement la peur, la stigmatisation. Deuxième chose, je dirais aussi, il y a cette envie de vraiment devenir solitaire. Donc, de plus en plus, généralement, la première réaction, lorsqu'on vit quelque chose d'assez difficile sur Internet, on se dit, je vais m'éloigner de tout ce qui est réseaux sociaux. Oui. Donc, par ce côté solitaire-là, très souvent, c'est là que commence la dépression. Donc, quand on s'éloigne de tout, on se coupe de tout, qu'on ne veut plus écouter personne, on commence à nourrir certaines idées. Et ce qui est mauvais, c'est qu'on parle aujourd'hui d'Internet vraiment du côté négatif, mais Internet a aussi le côté positif, qu'Internet est pourvoyeur d'emploi. Donc, si une jeune fille, parce qu'elle est harcelée, décide de ne plus se connecter, elle peut perdre des opportunités, que ce soit pour avoir son autonomie financière ou pour avoir de l'emploi. Et également, elle peut même perdre son emploi. Parce que les bad buzz ont un effet malheureusement négatif sur la réputation. Tout le monde, justement, n'est pas assez formé ou assez outillé, n'a pas cette grandeur d'esprit de comprendre qu'une personne peut avoir une vidéo sexuelle qui fuite, mais ça n'en fait pas une personne de mauvaise vie ou de mauvaise moralité. Tout dépend des circonstances dans lesquelles cette vidéo a fuité. Et généralement, les gens ne voient pas comme ça. Beaucoup de personnes peuvent perdre leurs emplois, et on a eu des cas comme ça, justement, et après, peut-être avec les procédures judiciaires, il peut y avoir réparation, mais dans l'immédiat, c'est des choses qui arrivent. Et les plus dramatiques, c'est très souvent... C'est qu'elles sont à vie aussi, hein. Effectivement. La réputation, la crédibilité, l'honorabilité. Effectivement. Et le plus dramatique, c'est d'aller jusqu'à la mort. Parce que oui, il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement en ligne. On a tendance à banaliser, on se dit non, c'est juste un commentaire. On a beaucoup parlé des choses sexuelles, mais je veux parler aussi du physique. Parce que le harcèlement, quand on harcèle quelqu'un sur Internet, sur son physique, son habillement, ou je ne sais pas, même sa manière de s'exprimer, c'est des choses qui détruisent la confiance en soi. Pour les personnes qui n'ont pas un esprit fort, comme on dit, peut conduire au suicide. C'est autant de choses qui sont déplorables. J'aimerais bien qu'on attire quand même l'attention, parce qu'il y a des images que l'on voit sur le net qui, je pense, ne devraient pas avoir lieu d'être. Par exemple, on voit des jeunes femmes très belles, hein, vraiment magnifiques, mais trop suggestives. Suggestives dans la tenue, suggestives dans l'attitude, et tout. C'est très joli. Mais je pense qu'il y a quand même lieu d'en parler et de sensibiliser, parce que malheureusement, cela réveille des instincts chez les prédateurs. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. OK. Alors, quand vous dites suggestive, je pense que vous parlez peut-être de vos mœurs à vous. Et c'est votre droit peut-être de trouver peut-être qu'une tenue est belle, ou qu'elle n'est pas belle, ou qu'elle ne fait pas assez professionnelle, ça c'est votre droit. Par contre, je ne vois pas vraiment le rapport avec le fait d'aller jusqu'à harceler quelqu'un pour la tenue qu'il a portée ou de l'humilier pour cela. Moi, je pars du principe que ma liberté s'arrête où commence celle de mon ami. Il y a des choses que je peux ne pas apprécier, mais ça ne me donnerait pas le droit, par exemple, d'aller harceler la personne, l'insulter, lui dire que peut-être tu es vilaine, tu es comme si, ou par exemple, me donner le droit même de lui faire des propositions sexuelles indécentes. Je prends un exemple très, très banal souvent avec mes amis pour imaginer quand on me sort justement cet argument de l'habillement et tout. Je dis très souvent, les gens sont très conscients de ce qu'ils font, mais parfois, ils regardent un peu la mesure ou l'importance de la personne qui est en face. Et je prenais l'exemple tout à l'heure, je disais, quand on fait par exemple le concours de Miss Côte d'Ivoire, toutes les Miss de Côte d'Ivoire, on connaît plus ou moins leurs courbes. On connaît les formes, on connaît tout ce qu'on doit voir est vu. Mais rarement, vous verrez surtout, on a notre Miss Univers actuellement, Olivia Yassé,
quand tu regardes ses commentaires, c'est acclamation, pas de souci. Mais une personne lambda peut porter le même maillot qu'Olivia, poster sa photo à la piscine et c'est déferlance. Je pense que les gens... C'est le contexte, en fait. Effectivement, les gens le font en fonction de la déférence, du respect qu'ils ont pour la personne. Ça veut dire que le problème n'est pas la victime. Le problème, c'est l'auteur. C'est un problème d'éducation. Quand je pense que quelqu'un est assez grand ou que j'assiste cette personne-là, je me donne des limites. Et quand je pense que, justement, comme là, c'est le patriarcat, que cette personne n'est rien, je me permets de tout lui dire. Donc, pour moi, le problème n'est aucunement au niveau... Et ce qu'elle dit, c'est très bien parce que rien ne peut justifier la violence, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit dans la vie réelle. Donc, parler de réveil d'instinct de prédateur, je m'inscris en faux, je ne suis même pas d'accord. Voilà. C'est que c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Voilà. Excusez-moi. Alors, méchant, moi, je voudrais revenir sur le contexte sociologique, parce que on parle de violence sociologiquement. La violence est analysée comme un outil de contrôle. Est-ce que vous voyez? C'est un moyen légitime pour recadrer les femmes, pour discipliner les femmes. En même temps, c'est un moyen de virilité. Et c'est un moyen qui permet de régler un peu nos frustrations masculines. On est dans une société patriarcale. Je vous assure que vous commencez les violences sur le net, on se retrouve dans une résidence meublée en train d'être violé. Donc la violence n'est pas psychologique là seulement. Elle se termine sur un cas de viol. Il y a des personnes qui ont commencé sur la toile qui ont terminé avec des violences physiques, coups et blessures. Au départ, il est doux. Il cause avec vous, il vous donne un rendez-vous. Et arrivé là-bas, c'est la violence physique. Et donc pour nous, c'est pour cette raison que nous disons la masculinité toxique est à l'origine de cet espace numérique qui, malheureusement, est pollué par ces violences physiques, ces violences psychologiques et émotionnelles, ces violences sexuelles, puisqu'on parle d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel, y compris même les violences économiques numériques, avec le chantage et autres. Donc, si on ne déconstruit pas la masculinité toxique, si on ne déconstruit pas dans les mentalités que l'homme est chef de famille, que l'homme est supérieur à la femme, il faut déconstruire cette norme sociale. Il faut déconstruire la norme sociale selon laquelle le rôle des femmes, c'est les tâches domestiques, c'est les tâches ménagères. Il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire ce contrôle du corps de la femme. On parle de contrôle excessif de la sexualité. C'est un problème. Il faut déconstruire dans les mentalités le fait de dire que le pouvoir, l'autorité, le leadership est incarné par les hommes. Parce que c'est tout ça, finalement, qui se retrouve sur l'espace numérique. Déconstruisons la masculinité toxique. Il ne nous reste pas plus beaucoup de temps. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous donner deux des préoccupations de notre public, juste avant qu'on aborde la dernière et troisième partie de cette émission. Bonsoir, Kassoum Kone, il nous dit « Quelles sont les obligations et responsabilités des plateformes en ligne dans la lutte contre les violences numériques ?» Et deuxième question, professeur Da Olo, « Comment garantir aux femmes un environnement numérique réellement sûr et égalitaire, capable de prévenir, détecter et sanctionner efficacement les violences numériques tout en préservant leurs droits fondamentaux et leur participation active au digital. » Très bien. Alors, D'accord, oui. Non, pour la première question, comment garantir, donc comment demander aux plateformes, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, les plateformes, c'est d'abord des algorithmes derrière. Parce que quand tu regardes le nombre de personnes embauchées, c'est pas énorme, surtout dans notre région qui n'est pas malheureusement pas trop considérée par rapport à d'autres régions en termes de proportion. Donc c'est déjà dire à ces algorithmes-là, faites attention parce que quand vous voyez ça fait allusion à tel truc. Mais pour le faire, il faut que vous meniez des actions. C'est pour ça déjà la première des choses, sur chaque plateforme numérique, il y a ce qu'on appelle les standards de la communauté. Comment fonctionne cette communauté-là? Il faut qu'aujourd'hui,
c'est vrai qu'il faut les connaître. Et lorsqu'on les connaît, c'est les utiliser à bon escient, de se dire, quand je vois tel ou tel contenu, vraiment le signaler. J'insiste vraiment sur le signalement parce que c'est pas trop dans notre culture. Les gens ne signalent pas. On signale juste quand un influenceur ou bien telle personne a dit, mon compte veut un truc, venez signaler, c'est là tout le monde vient. Non, il faudrait que ça soit un réflexe de signaler n'importe quel, même un commentaire que je vois qui est négatif, je peux le masquer, je peux le bloquer, je peux le truc. Donc, il y a ces gestes-là qu'on doit commencer à faire de telle sorte que les algorithmes puissent s'entraîner à se dire, quand je vois tel type de contenu, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Leur culture n'est pas notre culture. Chez nous, il y a des mots qu'on dit chez eux, quand tu dis ça, on te bannit directement. Ceux qui sont sur TikTok savent qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire, sinon on te bannit automatiquement. Pourquoi? Parce que l'algorithme a appris à reconnaître ce type d'informations. Donc, il faut qu'on le fasse aussi avec les autres plateformes. C'est qui? C'est nous tous. On sait, comme on l'a dit, c'est la responsabilité. Je la mène aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, à même ceux qui ne sont pas ici, qui vont regarder après. C'est nous tous. Nous devons être tous responsables. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si quelqu'un ne sait pas utiliser, c'est ma responsabilité de former cette personne pour lui dire, voilà comment tu peux te comporter aujourd'hui sur Internet pour permettre à l'autre de venir utiliser Internet de manière saine. Sinon, après, Internet, ce n'est pas un no man's land. Il y a des lois, il y a des règles. Il faut juste les connaître. Pour la deuxième préoccupation, comment garantir un environnement sain à ces personnes-là, c'est ça. C'est aujourd'hui de se dire que quand quelqu'un fait des choses illégales sur les réseaux sociaux, elle doit être sanctionnée. Et pour être sanctionné, il faut qu'on apprenne à dénoncer. Malheureusement, on n'a pas la culture de la dénonciation. Parce que c'est quelque chose de flagrant. C'est quelque chose, comme il a dit, ça s'est fait dans l'anonymat. Ça sort de l'anonymat, ça vient sur la place publique. Il y a qu'est-ce que les gens diront et autres. Ça fait qu'on se renferme. Ou bien quand tu vas aller porter plainte, d'abord c'était, comme on l'a dit, c'est un ami. Et donc il y a cette confiance-là que vous aviez, ses parents vont commencer à t'appeler pour dire non, ta plainte, faut pas poursuivre ta plainte. Mais tant qu'on ne porte pas plainte, tant qu'il n'y a pas de personnes qui sont, comment je vais dire ça, qui suivent les fonds baptismaux. Tant qu'on n'a pas d'exemple, ça va toujours continuer. Mais quand on sait qu'on dénonce, on est vraiment accompagné, comme M. Socrate du ministère l'a dit, accompagné. Quand tu dois aller porter plainte, qu'on ne te dise pas de payer 50 000 dans un commissariat et autres, parce que bon, après, ce sont malheureusement certaines réalités qui nous remontent. Dénoncer, est-ce que c'est gratuit normalement? Les structures sont équitablement réparties sur toute l'étendue du territoire national, par exemple? Oui, je pense que l'action de lutte contre les violences basées sur le genre, elle est nationale. Elle est nationale et c'est une priorité du gouvernement. Et je me réjouis quand Ghislain me parlait tout à l'heure de déconstruction. Il parlait de déconstruire certaines choses. Mais je pense que si c'est à ce niveau-là, je suis content. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire fait beaucoup à ce niveau-là, dans la déconstruction de certains stéréotypes de genre. La Côte d'Ivoire a pris la loi sur la cogestion. Désormais, l'homme n'est plus exclusivement le chef des familles. Et ça, c'est des autorités publiques. C'est une loi en Côte d'Ivoire. Voilà. Désormais, les hommes, les filles et les garçons naissent égaux en droit. Et ça, c'est la constitution de la Côte d'Ivoire qui réaffirme cela. Madame, désormais, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans pour les deux sexes en Côte d'Ivoire. C'est aussi une avancée. Vous voyez? D'accord. Oui, allez-y. Je chute, voilà. En termes de violence numérique ou de violence basée sur le genre, en général, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. J'avoue qu'il reste beaucoup encore à faire, mais beaucoup d'efforts sont faits. Il faut pouvoir reconnaître aussi ce qui est fait. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de relations de pouvoir, en la réalité, c'est une relation de pouvoir homme-femme. Vous comprenez? C'est le plus fort, le supposé plus fort qui impose sa domination. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on est en train de déconstruire pour dire qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut avancer. Ce n'est pas l'un qui va tirer l'autre. Non, mais c'est ce qui est en train de faire. M. Ghislain il a bien dit, et à juste titre d'ailleurs, que ce n'est que la société qui est amplifiée par justement les violences. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à bout de certains stéréotypes. Je suis en train de dire, on a réussi à faire reculer, par exemple, les mutilations génitales féminines. C'était des stéréotypes. On disait qu'une femme qui n'est pas mutilée, qui n'est pas excisée, ne peut pas être une bonne femme. Où vous avez vu ça?
elle a parlé d'éducation. Une femme qui est éduquée, que tu sois mutilé ou que tu ne sois pas mutilé, tout repose sur l'éducation. Aujourd'hui, on a pu faire reculer de 2016 de 36,7%. Aujourd'hui, nous sommes à 21%. Il y a des avancées, certes. Il y a des avancées. Mais on va encore aller plus loin. D'accord. Très bien. À ce stade, nous allons aborder notre dernier chapitre, donc la prévention, la protection et les solutions. Juste avant, nous avons un élément de reportage. Kone Siaka est parti jusqu'au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Voici ce reportage. Alors, il y a plusieurs initiatives au niveau gouvernemental, notamment des actions provenant de notre ministère, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Au-delà du nôtre, plusieurs autres ministères contribuent à justement adresser ce fléau. Et donc, à notre niveau, nous avons non seulement établi la loi sur la cybercriminalité en 2013 qui vient d'être rafraîchie en 2023, qui justement adresse ce problème de manière précise et spécifique. Et au-delà de cela, on a la création de l'ANSSI qui justement a été constituée pour justement adresser ce problème également. D'un côté, il y a la législation qui permet d'avoir la loi sur la cybercriminalité. Il y a des agences, une agence créée pour justement sécuriser, policer le cyberespace. Et nous avons une stratégie de manière globale qui adresse cela avec des campagnes de sensibilisation qui s'assurent que la population est non seulement à même de comprendre les dangers et les risques, mais aussi de pouvoir de plus en plus reporter les cas. Et nous avons de plus en plus de cas reportés. Ce n'est pas forcément qu'il y a plus de cas qui se passent, c'est plus qu'il y a plus de confiance au système et à la protection qui permet aux femmes de pouvoir déclarer plus ouvertement les cas d'abus dont elles sont victimes. Nous avons une stratégie de la cybercriminalité qui court de 2021 à 2025, qui va elle aussi être rafraîchie. Et donc cette stratégie adresse plusieurs points essentiels en termes de préservation de notre espace cyber, mais également à des éléments spécifiques pour les personnes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les enfants. Et donc dans cette stratégie, il y a un volet qui punit, qui adresse les abus au niveau du net et des réseaux sociaux. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été entreprises, notamment par le ministère de la Communication. Il y a des campagnes en ligne Tous Responsables. Il est essentiel pour nous de s'assurer que la population ivoirienne est sensibilisée à ce sujet et qu'ensemble, nous luttons contre ce fléau qui se répand de plus en plus et qui doit être adressé le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce reportage, au-delà de tout ce dont on a discuté? Je commence par vous, M. Koulibaly. Oui, je pense que la Côte d'Ivoire s'est dotée à juste titre d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Et quand vous regardez cette stratégie, elle a un pilier fondamental, c'est le pilier de l'inclusion. Donc, inclusion de toutes les parties prenantes, il est vrai, mais le pilier inclusion intègre la réduction de toutes les inégalités, mais des différentes formes de violence numérique également. Et donc, je pense que c'est bien qu'on soit à la pointe, parce que avec ce document de référence, on pourra maintenant mener un plan d'action IA, justement, qui intègre la lutte contre les violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et il a dit dans le paysage, aujourd'hui, la PLCC a donné place à l'ANSSI. Ce qu'il faut peut-être déplorer, malheureusement, la PLCC à Abidjan, à Kogodi Danga, Korogo, Bouaké, Bouna et autres, ont besoin également... Mais Korogo, c'est un projet, hein? Non, oui, je vais dire, les projets, oui. Mais vous savez, j'ai parlé de viralité, d'anonymat et de vitesse. Nous sommes dans un espace numérique. J'entends dire l'État a fait des efforts. Oui, nous tous, on est conscients des efforts que l'État a fait. Seulement ce que nous disons, peut-être qu'on n'a pas le même, on n'a pas la même horloge. Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter que des femmes meurent dans la sphère intime, dans la sphère privée,
Et au fur et à mesure, c'est l'escalade des cas de féminicide, c'est l'escalade des violences numériques. Donc pour moi, il faut qu'on accélère. Et pour accélérer, je ne vais pas tourner autour du pot. On est dans une approche de recherche d'égalité. Mais pour moi, elle n'est pas transformationnelle. Il faut aller vers une égalité transformationnelle des normes sociales. Tant qu'on comprendra que la femme est une cadette sociale et qu'elle n'est pas dans les rôles stratégiques, elle est plutôt dans les rôles reproductifs et communautaires, pour moi, on ne peut pas inverser la hiérarchisation des normes. Donc, il faut identifier les normes sociales qui font que la femme est vue comme un être qui vient accompagner l'homme. Il faut, aujourd'hui, avec l'éducation, c'est un moteur de transformation. Dieu merci, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a une politique genre, mais il faut que tout le monde s'y mette pour déconstruire cette socialisation qui repose sur la hiérarchisation des normes, la naturalisation des rôles sociaux. C'est pas bon. Qui est clair. Madame, votre mot de fin sera lequel? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi de parler un peu, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on n'a pas pu tout étaler, mais de parler un peu des violences numériques. Alors, mon dernier mot on va dire, c'est étalé sur 2 points. Le premier point, en ce qui concerne les violences numériques, déjà, oui, merci, on a une loi qui existe, mais pour moi, il faudrait ajouter une sensibilité au genre à cette loi-là. Parce que quand on lit les articles, même clés, généralement, qui sont pris en compte quand il s'agit d'harcèlement, quand il s'agit d'intimidation en ligne, il n'y a pas ce terme. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup, même la ministre, tout à l'heure, a parlé de misogynie. Elle a parlé de sexisme. C'est des choses qui n'existent pas dans la loi contre la cybercriminalité, alors que c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus dans les violences numériques. Donc pour moi, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de la prévention, on a parlé de la sensibilisation à tous les niveaux. Donc on a dit, pas seulement à Abidjan, mais il faut aller dans les hameaux, dans les contrées. Il faut pouvoir outiller cette société civile-là qui a la capacité d'aller avant que l'État arrive. Il faut pouvoir financer ces projets-là qui vont permettre aux gens d'avoir accès à toute l'information en ce qui concerne les violences numériques. Aussi, il faut dénoncer. Et quand on parle de dénoncer, on parle de violences numériques. Pour moi, il faudrait qu'on arrive à pouvoir déposer une plainte en ligne. Parce que quand quelque chose se passe, automatiquement, je peux pouvoir, si je ne suis pas à Abidjan, aller écrire à APLCC ou au site de l'APLCC, poser ma plainte et ensuite suivre la procédure. Donc, il faut s'adapter à notre temps parce que chaque jour, il y a des violences. Ça, on dirait, M. Bebali, à vitesse. Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter. Alors, mon second mot va venir un peu rapidement, parce que le temps est parti. Oui. Un petit regret, parce que le thème aujourd'hui, c'était la violence numérique, mais pour le thème cette année, c'est violence numérique et féminicide. Et pour moi, c'est un sujet qui peut même faire l'objet d'un débat. Donc, je comprends que vous nous sollicitez pour un autre débat. Effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Et la Côte d'Ivoire... Il y a eu un débat sur le féminicide. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc, cette année même. Autant pour moi. Mais particulièrement pour cette période, je pense qu'on va essayer, vous aussi en tant que média, on compte sur vous, de mettre l'accent particulier sur ce mot, parce que c'est quelque chose qu'on vit, les gens ne comprennent pas, et je pense que la population ivoirienne a besoin de savoir ce qu'on attend de l'État en ce qui concerne le féminicide. Merci beaucoup. Je vous remercie. Quel est votre dernier mot? Le premier, ne cédez pas au chantage. Si quelqu'un vous fait chanter, allez porter plainte comme il se doit, parce que plus vous restez dans l'anonymat, plus il a de l'ascendance sur vous, plus il va vous faire chanter, plus vous allez payer soit de votre corps, soit de votre argent, soit de votre mental. Donc, ne cédez pas au chantage. Deuxième chose, protégez vos appareils contre tout ce qui est mot de passe fort et autres, tout ça. Sécurisez vos plateformes et apprenez à signaler en ligne ce qui ne va pas. Voici mon mot de fin et remercier tous les acteurs qui font un très beau travail pour que cela cesse et ne soit pas assez vulgarisé en termes de, je veux dire, de cybercriminalité. Très bien. Alors, monsieur, merci. Mon dernier mot, c'est de dire qu'une violence est une violence. Qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit dans la vraie vie, une violence est une violence. Ok, donc c'est ensemble, dans une synergie d'action, gouvernement, société civile, ONG, que nous arriverons vraiment à bout de ce fléau-là. Le chemin parcouru, il est long, mais au moins, on a fait peut-être plus de la moitié. Même si on n'a pas le même chrono, je dirais. On n'a pas le même chrono, on n'a pas la même montre, mais on a le même objectif. Tout à fait. Et ça, déjà, c'est déjà beaucoup. Et je pense que c'est à saluer. C'est ensemble que nous arriverons à bout de ces violences-là. Donc, je voudrais dire courage à toutes ces personnes victimes-là. Désormais, elles ne sont pas seules. Mais ce qu'il faut,
il faut qu'elle puisse dénoncer. Dénoncer pour être protégée et dénoncer pour qu'aucune vie ne soit perdue. Madame, messieurs, infiniment merci d'avoir été là ce soir. Les violences numériques détruisent des vies, on en a pleinement conscience. En cette période donc des 16 jours d'activisme, il est essentiel de renforcer la vigilance collective. Et ça a été dit sur le plateau. Protéger les femmes en ligne, c'est défendre leurs droits, leur sécurité et leur dignité. Ce sont des attaques virtuelles aux conséquences bien réelles. Faites attention. Infiniment merci de nous avoir suivis. Bonsoir.